il y a 8000 ans, un homme nommé Brandon a érigé un mur de glace de 700 pieds, a négocié avec une race non humaine dans une langue qu'aucun mortel n'avait jamais connue et a fondé une maison qui survivrait à toutes les dynasties de Westeros. Et 8000 ans plus tard, un garçon nommé Brandon est tombé d'une tour, a perdu l'usage de ses jambes et a appris à voir à travers le temps. Le même nom, le même sang et la même capacité à toucher le passé. La théorie que nous examinons aujourd'hui suggère qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une boucle. Que Brandon le bâtisseur et Bran le rompu sont une seule et même personne, ayant bouclé un cercle couvrant 80 siècles. Cela semble fou, mais les preuves sont là, et certaines se trouvent directement dans le texte. Nous allons tout rassembler maintenant, tester la solidité de chaque élément et examiner honnêtement ce qu'il en reste. Établissons d'abord les règles du jeu. C'est une théorie, pas le canon. Martin ne l'a jamais confirmé. De plus, il existe de sérieuses raisons de croire qu'il la rejetterait. Mais cette théorie possède une qualité rare. Elle explique plusieurs étrangetés à la fois, qui individuellement ressemblent à des accidents, mais qui ensemble commencent à former un schéma. Et c'est sur ce schéma que nous allons travailler. Commençons par ce que nous savons avec certitude, sans spéculation. Brandon le bâtisseur, aussi connu sous le nom de Bran le bâtisseur, est une figure légendaire de l'âge des héros. Selon la légende, il a fondé la maison Stark et est devenu le premier roi du Nord. On lui attribue la construction de Winterfell. On lui attribue l'érection du mur après la longue nuit. On lui attribue Accalmie, qui se dresse sur les falaises et résiste aux assauts de la mer, alors que tout ce qui avait été construit là avant lui avait été emporté. On lui attribue même les fondations de la Hightower à Vielleville, qui se trouve à l'autre bout du continent et représente une tradition architecturale totalement différente. Et c'est ici qu'apparaît la première incohérence, dont nous discuterons plus en détail. Un seul homme n'aurait physiquement pas pu construire les 4 plus grandes structures de Westeros, dispersées sur tout le continent, au cours d'une seule vie humaine. Même les maîtres le comprennent. Le monde de la glace et du feu déclare très clairement que le nom Brandon cache probablement toute une succession de Stark, car le nom apparaît encore et encore dans la lignée. Deuxième fait solide, pendant la construction du mur, Brandon a cherché l'aide des enfants de la forêt. Cela est mentionné dans des textes considérés comme semi-légendaires dans le monde de Martin. Pourtant, ils sont constamment cités. De plus, il y a un détail que je trouve sous-estimé. Pour négocier avec les enfants, Brandon a appris la vraie langue. Pas par un interprète, pas par des gestes, il a compris lui-même le langage de ces êtres, une langue décrite comme ressemblant au chant des pierres et des feuilles qu'aucune gorge humaine ne devrait être capable de reproduire. Souvenez-vous de ce détail. Il reviendra, et il reviendra avec du poids. Le troisième fait concerne notre Bran. Le garçon de Winterfell, tombé de la tour dans le premier livre, possède 2 dons liés. Le premier est le change-peau, la capacité d'entrer dans la conscience d'un animal, ou, dans les cas les plus forts, d'un humain. Le second est la vervoyance, la capacité de voir à travers les barreaux. Et voici la clé. Les barreaux ne montrent pas seulement des images, ils se souviennent. Dans le 5e livre, alors qu'il s'entraîne sous la colline avec Feu-Sanglant, Bran regarde à travers le barral de Winterfell et voit son père, vivant, jeune, assis dans le bois sacré et aiguisé en glace. Il voit une fille et un garçon avec des épées en bois. Il voit une femme offrir un sacrifice devant l'arbre. Les visions arrivent plus vite et vont plus loin, dans des époques où Winterfell n'existait pas encore et où une forêt se dressait là où se trouve maintenant le bois sacré. Et le 4e fait, le plus important pour notre sujet, Feu-Sanglant enseigne à Bran une règle qui sonne comme le glas de toute la théorie. Le passé est déjà écrit, l'encre est sèche, il ne peut être changé. L'arbre se souvient, mais il ne réécrit pas. C'est littéralement ce que le vieux vervoyant dit au garçon lorsqu'il essaie d'appeler son père à travers les siècles. Avant d'aller plus loin, établissons une chose de plus, sans laquelle cette conversation serait malhonnête. Comment la chronologie de l'âge des héros est-elle réellement structurée? Mal. Les maîtres eux-mêmes admettent que le décompte des années avant l'arrivée des Andals n'est pas fiable, que les runes des premiers hommes sont presque illisibles, que les chroniques n'ont commencé qu'avec l'arrivée de l'écriture andale, et que tout ce qui précède nous est parvenu par des chansons. 8000 ans est un chiffre issu de la légende, et certains maîtres pensent que la durée réelle est la moitié de cela. Nous discutons donc d'un événement dont la date est douteuse, dont les participants sont légendaires, et dont la description existe en 3 versions mutuellement exclusives. Et voici une bifurcation intéressante que les gens ignorent généralement. Pour un sceptique, c'est un argument. Dans un tel brouillard, on peut tout prouver, ce qui signifie qu'on ne peut rien prouver.
Mais pour un partisan de la théorie, ce même brouillard fonctionne à l'inverse, car si Martin a intentionnellement rendu l'histoire ancienne illisible, cela signifie qu'il a laissé de la place pour un retournement. Un auteur qui a l'intention de simplement fournir un contexte ne se donnerait pas tant de mal à gâcher ses propres sources. Et Martin les gâche avec un plaisir évident. Son maître contredit le septant contredit le chanteur, et la vieille Nan contredit tout le monde à la fois. Pourtant, c'est elle qui, le plus souvent, s'avère avoir raison. Souvenez-vous de ce détail concernant la vieille Nan. Nous y reviendrons, et sous un angle inattendu. Voilà notre base solide. Un fondateur légendaire, portant le même nom et ayant un lien prouvé avec la magie des enfants de la forêt, un garçon moderne portant le même nom et ayant un lien prouvé avec cette même magie, une époque sur laquelle il est impossible d'apprendre la vérité par des moyens conventionnels, et une règle qui interdit de changer le passé, mais qui ne dit rien sur la possibilité d'y entrer. Et maintenant, les choses deviennent intéressantes, parce que la toute première preuve que nous allons examiner montre que la règle de l'encre sèche ne fonctionne pas tout à fait comme elle semble le faire. Preuve numéro 1, Hodor. Une scène que tout le monde a vue. Dans les livres, Bran a déjà pris possession d'Hodor plusieurs fois, et cela est décrit comme atroce. Le géant se recroque vite dans un coin de son propre esprit, gémissant pendant que le garçon contrôle son corps. Martin ne transforme pas cela en une blague. Il montre que Bran commet un acte de violence contre une autre personne, qu'il le comprend lui-même, et pourtant il le fait quand même. Mais le moment le plus frappant a eu lieu dans la série. Bran, dans une vision, se tient dans le vieux Winterfell parmi les garçons dans la cour et voit un jeune garçon d'écurie nommé Willis, en bonne santé, joyeux, parlant normalement. Au même moment dans le présent, la grotte est attaquée par des spectres, Mera crie à Hodor de tenir la porte et Bran, coincé dans le passé, entraîne la connexion avec lui. Et le garçon Willis tombe en convulsion. Ses yeux se révulsent et il commence à répéter les 3 mots qui effaceront tout son esprit et toute sa vie. Hold the door, Hodor. Voici ce qui s'est passé à un niveau mécanique. Bran, depuis le présent, a atteint une personne dans le passé et a changé irréversiblement son destin. Il n'a pas seulement observé, il n'a pas seulement écouté aux portes, il est entré et l'a brisé. Pourquoi cela soutient la théorie? Parce que c'est un précédent prouvé d'influence sur le passé et une influence totale qui plus est. Un épisode a réécrit toute une biographie. Un garçon qui aurait pu devenir n'importe qui est devenu un porteur simple d'esprit qui a passé 30 ans à attendre le moment de mourir devant une porte pour le garçon même qui l'a brisé. Si Bran est capable de cela avec un garçon d'écurie, la seule question est celle de l'échelle et de l'entraînement. Et comme on nous l'a montré, il a l'intention de s'entraîner pendant très longtemps. Pourquoi cela pourrait ne pas fonctionner? Et ici, nous devons être honnêtes car il existe plusieurs objections et elles sont sérieuses. Premièrement, Hodor a toujours été Hodor. Du point de vue du temps linéaire, rien n'a changé. Ce jour-là, il y a 8 ans, dans la chronologie interne, le garçon a eu une convulsion et a perdu la parole, et c'est ainsi que cela a été enregistré dans l'histoire du monde depuis le tout début. Bran n'a pas réécrit le passé, Bran est devenu la cause du passé, qui était exactement ainsi même sans lui. C'est exactement ce dont Feu-Sanglant parlait. L'encre est sèche, mais c'est vous qui l'avez écrite, vous l'avez juste découvert plus tard. Une telle boucle est appelée une boucle fermée et ne permet aucun changement. La deuxième objection est technique et je la trouve encore plus mordante. La scène avec Hodor est un événement de la série, pas des livres. Dans les livres, Bran a fait quelque chose de similaire, exactement une fois et avec un résultat beaucoup plus modeste. Il a essayé d'appeler son père à travers un barral, et Ned, assis bien des années auparavant, a levé la tête un instant comme si quelqu'un avait prononcé son nom. Et c'était tout. Pas de convulsion, pas de destin brisé, pas de virée écrite. C'est-à-dire que dans le canon des livres, l'effet prouvé d'influencer le passé est égal à un murmure qui ressemble au vent. Et c'est la première encoche honnête contre la théorie. Notre principale preuve est à moitié télévisuelle. Martin a dit au showrunner comment cela finirait pour Hodor, c'est confirmé. Mais l'échelle et la mécanique de ce que nous avons vu à l'écran pourraient être entièrement l'œuvre des scénaristes. Il vaut la peine de clarifier ce qui est réellement connu dans les livres à propos de Hodor, car il y a beaucoup de confusion. Le vrai nom du géant est Willis, il est le petit-fils de la vieille Nan, et quelque chose lui est arrivé en enfance, après quoi il a cessé de dire quoi que ce soit à part un mot. Les livres n'expliquent pas exactement ce qui s'est passé. Juste le fait, il y avait un garçon, et puis il y a eu Hodor.
Donc un espace vide dans le texte existe et il est exactement de la bonne taille pour que la réponse s'y insère. Martin adore de telles lacunes et sait comment les laisser non remplies pendant plusieurs volumes. Il y a un deuxième détail qui n'a pas été intégré à la série. Dans les livres, Bran apprend d'abord à prendre possession d'Été, son loup-garou, et cela est décrit comme une joie. Il court à nouveau, sent à nouveau et vivant à nouveau. Et puis, il entre dans Hodor pour la première fois, et la joie s'évanouit. Mera et Jojen, les seuls à proximité, réagissent différemment à cela. Et Jojen, qui est lui-même un ver-voyant, précise clairement qu'un humain n'est pas une bête, et que la frontière ne doit pas être franchie. Bran la franchit, encore, et à chaque fois, cela devient un peu plus facile pour lui. Voyez-vous ce que fait Martin ? Il construit une échelle morale qui descend, bien avant toute magie temporelle. D'abord un animal, puis un humain dans le passé. Chaque étape suivante demande un peu moins d'efforts et coûte un peu plus cher à quelqu'un d'autre. C'est une construction très martinienne et elle n'a besoin d'aucune boucle pour fonctionner. Mais cela signifie aussi que la porte vers cette théorie a été laissée entrouverte intentionnellement par l'auteur. Maintenant, pesons le pour et le contre. Qu'avons-nous réellement gagné avec cette section ? Le mécanisme existe, il est montré et il est bidirectionnel. Le coup est montré et il est monstrueux. L'échelle n'est pas montrée et c'est là que réside tout le problème. Ce n'est pas parce qu'une personne peut crier par-dessus un gouffre qu'elle peut le traverser. Et la théorie nécessite une traversée, et avec un fardeau qui plus est. Évaluation, la preuve est réelle, mais pas aussi lourde que les gens aiment le prétendre. Elle prouve qu'un canal vers le passé existe. Elle ne prouve pas qu'on peut traîner une personne entière à travers ce canal pour construire un mur. Entre un murmure dans un bois sacré et un projet de construction vieux de 8000 ans, il y a un gouffre. Mais un indice ne fait pas une enquête. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus difficile à écarter comme une simple coïncidence. Indice numéro 2. Le nom. Nous devrons avancer prudemment ici, car c'est généralement le point où cette théorie prend de l'ampleur, et aussi là où elle trébuche le plus souvent. L'argument en faveur de la théorie semble séduisant. Dans un monde où le nom Brandan a été répété dans la lignée Stark pendant des siècles, notre Bran porte le nom du fondateur. Un garçon nommé d'après une légende devient la personne même qui a donné naissance à cette légende. Bon, c'est d'une beauté obsédante. Et Martin a un goût pour de telles boucles. Il adore quand une prophétie est accomplie par la personne même qui a essayé de l'éviter, et quand la cause s'avère être la conséquence. Il y a aussi un détail plus subtil. La vieille Nan raconte à Bran des histoires sur Brandon le bâtisseur, tandis qu'il est assis à son chevet, tandis qu'il est paralysé. Elle raconte au garçon l'histoire du garçon qu'il deviendra. Si la théorie est correcte, c'est l'une des scènes les plus cruelles de la saga. Un enfant écoutant son propre futur sous la forme d'un conte de fées, sans se reconnaître. Maintenant, un retour à la réalité. Et c'est là que la théorie reçoit son premier coup vraiment dur. Le nom Brandon dans la maison Stark n'est pas rare. C'est littéralement le plus courant. Brandon, le constructeur de navires qui a navigué vers la mer du crépuscule et n'est jamais revenu. Brandon le brûleur, son fils qui a brûlé toute la flotte de son père. Brandon le mauvais, Brandon Yud-Glass, Brandon le brûlé. Le frère aîné de Ned s'appelait aussi Brandon, celui-là même qui a péri à Port-Réal. En d'autres termes, rencontrer un Brandon dans la lignée Stark, c'est comme trouver un Tywin ou un Jaime dans la famille Lannister. La coïncidence des noms ici n'est pas un indice, ce sont juste des statistiques. Pire encore, le garçon n'a pas été nommé Bran sans raison. Il a été nommé spécifiquement d'après son défunt oncle, le frère de Ned. Donc, dans la chaîne entre le légendaire fondateur et notre Bran, il y a un autre Brandon, un Brandon bien réel et bien mort. Le nom n'a pas venu au garçon des profondeurs des âges, mais d'un traumatisme familial survenu avant-hier. Peut-on tourner cela en faveur de la théorie ? On peut, mais c'est tiré par les cheveux. On pourrait arguer que la famille répète simplement le nom de l'ancêtre génération après génération, ce qui signifie que la probabilité que le porteur du don reçoive ce nom spécifique était élevée dès le départ. En d'autres termes, la boucle se soutient elle-même. La logique ne se brise pas, mais elle n'ajoute pas beaucoup de conviction non plus.
Un résumé honnête de ce bloc. Le nom n'est pas une preuve. Le nom est ce qui vous fait prêter attention. Il y a une différence fondamentale. Si toute la théorie reposait sur le nom, nous pourrions fermer le livre ici même. Mais, puisque nous avons déjà plongé dans les noms, nous devrions aller jusqu'au bout de cette piste, car il y a quelque chose là-bas, au-delà des simples statistiques. Faites attention à ce qui arrive au Brandon dans la lignée Stark. Brandon, le constructeur de navires, a navigué vers la mer du crépuscule et n'est jamais revenu. Son fils, Brandon le brûleur, a incendié toute la flotte de son père, et à ce jour, personne ne sait pourquoi. Brandon le brûlé a gagné son surnom en essayant d'entrer dans l'antre d'un dragon. Brandon, le frère aîné de Ned, est allé à Port-Réal pour exiger réparation de l'héritier du trône et y est mort aux côtés de son père. Remarquez le schéma, chaque Brandon dans cette lignée est un homme qui va là où il ne devrait pas. Pas un gardien, pas un dirigeant prudent, mais quelqu'un qui franchit la ligne. Et dans ce contexte, notre Bran semble tout à fait fidèle à la forme. Il lui était interdit de grimper sur les murs, pourtant il a grimpé. On lui a dit de ne pas appeler son père à travers l'arbre, pourtant il a appelé. On lui a dit que changer de peau dans Hodor était une violation de l'âme d'un homme, pourtant il l'a fait quand même. La corbeille à 3 yeux lui a dit de ne pas toucher au passé, et nous avons vu comment cela a fini. En bref, le nom Brandon dans la maison Stark n'est pas juste un son qui se répète. C'est, si vous voulez, un diagnostic, une marque sur ceux qui enfreignent les règles. Cela soutient-il la théorie? Indirectement, oui. Parce que si nous supposons que le premier Brandon était le même, alors le fondateur de la maison n'était pas le sage patriarche des chroniques, mais un homme qui a fait quelque chose de si hors norme que les gens racontent des contes de fées à ce sujet depuis 8000 ans, sans que personne n'explique comment. Les légendes de Brandon le bâtisseur sont étranges. Elles décrivent en détail ce qu'il a construit, mais restent complètement silencieuses sur la manière. Les maîtres, qui adorent disséquer la mécanique de tout ce qui existe, sont silencieux ici. Le silence dans le texte de Martin est rarement accidentel. Il y a un détail de plus, un détail purement humain, et je l'aime plus que tout autre dans ce chapitre. La vieille Nan racontait pas ses histoires de manière abstraite. Elle était assise au chevet d'un garçon paralysé qui venait de perdre tout ce qu'il était, et elle lui parlait du garçon Brandon qui grimpait au mur et du Brandon qui a construit le mur. Elle l'a fait pour lui donner un point d'appui. Regarde, ton nom a été porté par les grands, alors tu vaux aussi quelque chose. Et si la théorie est correcte, alors Nan, sans le savoir, récitait une instruction, pas un réconfort, mais une mission. Vous savez quelle est la partie la plus effrayante? Le garçon l'écoutait très attentivement. Mais la théorie ne repose pas sur le nom. Elle repose sur le fait que Brandon le bâtisseur est crédité de choses qu'un homme ordinaire n'aurait pas pu faire. Indice numéro 3, et c'est là que ça devient sérieux. La vraie langue. Revenons à ce que je vous ai demandé de retenir. Pour obtenir l'aide des enfants de la forêt dans l'érection du mur, Brandon a appris la vraie langue. Il n'a pas engagé d'interprète car il n'y avait pas d'interprète. Il l'a apprise lui-même. Maintenant, réfléchissez au genre de langue dont il s'agit. Les enfants de la forêt ne sont pas une tribu voisine avec un dialecte. Ce sont une espèce différente. Leur langage est décrit comme un son ressemblant au chant des pierres dans un ruisseau, au bruissement des feuilles. Quelque chose que la gorge humaine est incapable de reproduire. Les chanteurs de la terre, comme ils s'appellent eux-mêmes, vivent dans un rythme différent. Ils ont une perception différente du temps. Ils pensent en arbres et en siècles. L'idée qu'un humain de l'âge de bronze ait simplement appris cela en quelques années semble aussi probable que d'apprendre une langue qui ne partage aucun son commun avec aucune de celles que vous connaissez. Et maintenant, regardez qui dans la saga comprend les enfants de la forêt sans aucun problème. Bran, le garçon sous la colline qui parle à feuilles, qui se nourrit de pattes de baral, qui s'assoit dans les racines et écoute les murmures des vers morts. Le don de préscience est essentiellement un traducteur intégré, une connexion à travers le réseau des barrales où les mots ne sont pas nécessaires car le sens lui-même est transmis. Donc, la légende nous dit en clair que le fondateur de la maison Stark possédait une capacité qui, dans le canon, se trouve exactement et uniquement chez les vers verts. Et il avait accès aux enfants de la forêt au niveau d'un partenariat, pas d'une supplique. Et maintenant, regardez qui dans la saga comprend les enfants de la forêt sans aucun problème. Bran, le garçon sous la colline qui parle à feuilles, qui se nourrit de pattes de baral, qui s'assoit dans les racines et écoute les murmures des vers morts. Le don de préscience est essentiellement un traducteur intégré,
une connexion à travers le réseau des barrales où les mots ne sont pas nécessaires car le sens lui-même est transmis. Donc, la légende nous dit en clair que le fondateur de la maison Stark possédait une capacité qui, dans le canon, se trouve exactement et uniquement chez les Verts. Et il avait accès aux enfants de la forêt au niveau d'un partenariat, pas d'une supplique. Continuons. Le mur. Ce n'est pas juste un monticule de glace. Il fait 700 pieds de haut et 300 miles de long. Et surtout, des sorts qui tiennent les morts à distance y sont tissés. La magie là-bas n'est pas décorative, elle est structurelle. Construire une telle chose en utilisant les outils en bronze des premiers hommes est impossible, même en théorie, et le texte ne le cache pas. Les légendes mentionnent des géants, les enfants et des sorts. En d'autres termes, le mur est le résultat d'une coopération entre 3 espèces et au moins un système magique. Et coordonner cette coopération, si l'on en croit les légendes, était l'œuvre d'un seul homme, un homme qui comprenait tout le monde. Qui dans la saga peut comprendre tout le monde? Un change-peau comprend les bêtes. Un ver comprend les arbres, et à travers eux, les enfants. Les géants parlent la vieille langue, et les premiers hommes parlent aussi la vieille langue. Mettez tout cela dans un seul crâne, et vous obtenez le seul personnage de la saga capable d'être le chef de chantier sur un tel site de construction. Et ici, il vaut la peine de se rappeler les circonstances dans lesquelles cette construction a eu lieu. Nous ne parlons pas d'une saison de construction paisible, nous parlons de ce qui s'est passé immédiatement après la longue nuit. Et la longue nuit, selon tous les récits, était une génération sans soleil, des récoltes gelées, des nourrissons mourants et les morts marchant depuis le nord à travers tout ce qui était vivant. Au moment où elle s'est terminée, le continent gisait en ruine, et les premiers hommes et les enfants de la forêt, qui avaient passé des siècles à s'entretuer, étaient les seuls alliés qu'ils restaient l'un à l'autre. Et à ce moment précis, quelqu'un a organisé le plus grand projet d'ingénierie de l'histoire du monde. Pas après des décennies de rétablissement, mais immédiatement, sur les cendres, en utilisant la force de 2 espèces qui venaient juste d'arrêter de se faire la guerre, plus les géants, qui ne sont pas exactement connus pour leur discipline. Pensez au niveau de confiance que cela exigeait. Les enfants de la forêt n'auraient pas confié leur magie à n'importe quel chef humain. Ils avaient déjà été brûlés par les humains une fois, si gravement qu'ils avaient perdu la moitié du continent. Cela signifie que Brandon avait quelque chose qui faisait de lui l'un des leurs. Qu'est-ce qui pourrait faire d'un humain l'un des leurs aux yeux des enfants de la forêt? Dans la saga, il n'y a qu'une seule réponse, la verdoyance. C'est leur don, leur réseau, leur manière d'exister. Un humain qui a fusionné avec un baral n'est plus tout à fait humain pour eux. Freux sanglant sous sa colline nous le montre littéralement. Vivant parmi les enfants, il a cessé d'appartenir à sa propre espèce et ils l'ont accepté comme une partie intégrante de la forêt. Ainsi, si la légende du pacte contient ne serait-ce qu'un quart de vérité, Brandon le bâtisseur n'était pas un négociateur, mais un médiateur par nature, quelqu'un qui appartenait aux 2 mondes simultanément. Et ce rôle correspond à celui de Bran dans la saga principale avec une précision indécente. Un garçon de la maison Stark, vivant dans la grotte des enfants, se nourrissant de pâtes de baral et apprenant auprès d'un être mi-arbre, qui dans le final cessera d'être humain au sens conventionnel du terme. Coïncidence? Peut-être, mais remarquez à quel point les coïncidences dans cette saga s'avèrent rarement n'être que des coïncidences. Qu'est-ce qui contredit cela? Beaucoup de choses, et je ne m'en cacherai pas. Premièrement, rien n'empêche Brandon le bâtisseur d'avoir été simplement un vervoyant parmi les premiers hommes, sans aucun lien avec notre Bran. Le don se transmet par le sang, les vervoyants existaient chez les premiers hommes. Freux sanglant est d'ailleurs un Targaryen par son père et un Noirmante par sa mère, et les Noirmantes sont des premiers hommes ayant conservé les anciens dieux. Cette explication s'explique par l'hérédité, pas par le voyage dans le temps. Cette explication est plus simple et selon le rasoir d'Occam, elle l'emporte. Deuxièmement, les légendes sur Brandon se contredisent tellement que les maîtres eux-mêmes en perdent leur latin. Le même homme aurait construit dans le nord, dans les terres de l'orage et à Vieilleville, c'est-à-dire dans des lieux séparés par des milliers de kilomètres et en jugé par le style architectural par des siècles. Il est bien plus probable qu'il y ait eu plusieurs Brandon et que les traditions aient fusionné en une seule figure, comme c'est le cas pour les véritables fondateurs légendaires. Martin, d'ailleurs, adore cette technique, montrer comment l'histoire se transforme en mythe et comment le mythe ment. Et voici un retournement curieux. La seconde objection peut être tournée en faveur de la théorie.
S'il y avait plusieurs Brandon et que les structures sont dispersées à travers le continent et le temps, alors, et si ce n'étaient pas des personnes différentes, mais une seule, voyageant à travers les époques, une conscience qui habiterait différents bâtisseurs à différentes ères, laissant derrière elle une traînée de légendes identiques. Cela expliquerait la géographie, la chronologie et pourquoi les maîtres n'arrivent pas à faire concorder les faits. Mettons cette pensée à l'épreuve avec des détails concrets, car en termes généraux, elle semble plus convaincante qu'elle ne l'est réellement. Prenons Accalmie. Selon la légende, Durand dur à cuire, le premier roi de l'orage, fut maudit pour avoir épousé la fille du dieu de la mer et de la déesse du vent. Et les parents de la mariée, dans leur fureur, déchaînèrent tempête sur la côte. Durand construisit 6 châteaux et la mer emporta les 6. Le 7e tint bon. Et certaines versions du récit disent qu'il fut aidé par un jeune homme, qui n'était autre que Brandon le bâtisseur. Regardez maintenant l'architecture de ce 7e château. Une tour ronde colossale, des murs d'épaisseur variable, la partie la plus massive faisant face à la mer. Des pierres ajustées si étroitement qu'une lame ne peut passer entre elles. Ce n'est pas pour la décoration, ni pour le plaisir de la puissance. C'est un calcul précis de charge exécuté à une époque où, selon la chronologie officielle, les habitants de Westeros n'avaient aucune langue écrite. Et notez que l'idée est la même que pour le mur et Winterfell, non pas une forteresse contre une armée, mais une structure contre les éléments, contre quelque chose de plus fort que l'homme, qui ne se soumet pas à l'homme. Honnêtement, c'est la partie la plus troublante de tout le sujet. Les 3 structures légendaires de Brandon n'ont rien en commun en termes de matériaux, de climat ou de but au sens conventionnel. Mais elles partagent une philosophie commune. Chacune d'elles retient ce qui ne peut être retenu. La mer, le froid, la mort. L'objection demeure et elle est simple. Les légendes ont été écrites par des hommes, et il est dans la nature humaine d'attribuer tous les miracles à un seul nom, car cela fait une meilleure histoire. Tout comme dans notre propre histoire, un inventeur, un roi ou un saint s'approprie les exploits d'une douzaine de prédécesseurs oubliés. Martin, qui connaît parfaitement l'historiographie médiévale, modélise sûrement exactement cela. Et dans ce cas, il n'y a pas de mysticisme, seulement la mécanique du mythe. Mais remarquez comment cet argument se termine. Les 2 explications, la sceptique et la fantastique, s'accordent sur un point. Le véritable Brandon le bâtisseur, en tant que personne unique avec une biographie, n'a pas existé. Le débat porte uniquement sur ce qui a pris sa place. La mémoire collective des générations ou la conscience de quelqu'un errant travers les âges. Et formulée ainsi, la théorie ne semble plus si farfelue. Elle devient l'une des 2 versions possibles de ce que représentait le nom, plutôt que l'homme lui-même. Je serai honnête, c'est beau, mais ce n'est plus une preuve, c'est une construction. Nous avons pris un argument contre et nous l'avons déguisé en argument pour. On peut le faire, mais il faut se l'avouer. Évaluation de ce bloc, la partie la plus solide de la théorie. Non pas parce qu'elle prouve la boucle, mais parce qu'elle montre que Brandon le bâtisseur, dans la description du canon, ressemble à un ver-voyant. Et quiconque rejette la théorie devra faire face à ce fait. Une brève pause. Avez-vous remarqué comment cette enquête est structurée ? Chaque fois qu'il semble que nous avons trouvé un terrain solide, cela s'avère être soit des statistiques, soit de l'interprétation. Ce n'est pas parce que la théorie est mauvaise, c'est parce que Martin écrit l'histoire ancienne comme fondamentalement peu fiable. Il n'a pas de narrateur objectif pour l'âge des héros. Il n'y a que des maîtres écrivant 8000 ans après les faits, des septons réécrivant les choses pour leur propre foi et des ménestrels composant pour la rime. Et dans ce brouillard, la théorie semble tout aussi bonne que mauvaise. Et maintenant, la raison pour laquelle je me suis plongé dans ce texte en premier lieu. Indice numéro 4. Fort Knox est l'énigme que personne n'a posée. Il y a un lieu dans la saga où Martin revient encore et encore, bien qu'il n'ajoute presque rien à l'intrigue. Fort Knox, le premier et le plus ancien château de la garde de nuit,
abandonné et habité par les histoires de la vieille Nan. Il y a le cuisinier rat, le roi de la nuit, les 79 sentinelles et Danny Flint. Martin remplit une ruine de tant de légendes qu'elle commence à ressembler à un indice. Et voici un détail. Fort Knox possède la porte noire, une porte en barral avec un visage sculpté, caché sous le château. Une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui prononcent les mots corrects, et Sam, un frère de la garde de nuit, récite le serment, et le visage ouvre les yeux et le laisse passer. Un arbre qui parle, un arbre qui est plus vieux que le château lui-même, un arbre qui reconnaît les siens. L'argument en faveur de la théorie. Un système de barrels vivants est intégré sous le mur, fonctionnant comme un point de contrôle et comme une mémoire. Quelqu'un l'a intégré dans les fondations. Quelqu'un qui savait comment fonctionnaient les barrels de l'intérieur et qui a calculé que des milliers d'années plus tard, cette porte serait utilisée. Un bâtisseur qui n'a pas seulement conçu de la pierre, mais un réseau magique. L'argument contre. Encore une fois, il suffit d'être un clairvoyant de cette époque, pas un invité du futur. Les enfants de la forêt auraient pu faire pousser cette porte eux-mêmes, sans aucun Brendan. Et pourtant, attardons-nous ici un instant de plus, car Fort Knox soulève un détail qui ne me laisse pas en paix. Selon la légende, il y avait 19 châteaux le long du mur, et Fort Knox est le plus ancien d'entre eux. Mais le plus curieux n'est pas cela, c'est la taille. Il est gigantesque, bien plus grand que ceux dont la garde aurait jamais eu besoin, indépendamment de ses effectifs. À l'intérieur, c'est un labyrinthe de tours, de cours, de cachots, de puits et de passages, et la majeure partie de cet espace n'a aucune utilité évidente. Les frères sont partis il y a 200 ans, et personne n'a vraiment expliqué pourquoi. La version officielle invoque le coût élevé de l'entretien. La version officieuse, suggérée par les histoires de la vieille Nan, laisse entendre que quelque chose s'y est produit, après quoi les gens ne pouvaient tout simplement plus y rester. Reliez maintenant cela à ce que nous savons de la porte noire. Cachée sous le plus ancien château du mur se trouve une porte en barral vivant, plus vieille que le château lui-même, qui mène directement à travers la glace. C'est-à-dire qu'un moyen de passer à travers la structure, contournant la porte, la garnison et tout contrôle, a été intégré dans ses fondations dès le début. Quelqu'un a prévu une porte dérobée dans la seule structure dont le but unique est de ne laisser personne passer. Et voici la question que la théorie pose fort à propos. Pourquoi ? Si vous construisez une barrière contre les morts, pourquoi intégrer une porte secrète qui fonctionne avec le serment de la garde de nuit ? La réponse qui vient à l'esprit, parce que le bâtisseur savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de passer par là. Exactement comme Sam, Ver, puis plus tard Bran et les Reed sont passés. Une structure vieille de 8000 ans a fonctionné exactement une fois et exactement pour les personnes pour qui, si on croit à la boucle, elle était destinée. Un sceptique objecterait, à juste titre, c'est une erreur cognitive classique où nous regardons le résultat et le déclarons comme étant l'intention. La porte pourrait simplement être un élément ancien laissé par les enfants de la forêt, et Sam l'a utilisé par hasard. De plus, le serment de la garde est plus récent que le mur lui-même, et si la porte s'ouvre au serment, cela signifie soit qu'elle a été configurée plus tard, soit que le serment existait déjà à l'époque, ce qui est une énigme distincte que le texte ne résout pas. Donc l'indice ici est plus atmosphérique qu'évident. Mais avouez-le, cela crée le sentiment approprié. Le mur, dans la description de Martin, n'a jamais été juste un monticule de glace. C'est une machine. Elle a des couches, des mécanismes intégrés, des pièces dont le but a été perdu. Et les machines de ce genre ne sont pas construites par des tribus de l'âge de bronze qui se mettent à d'accord avec des gestes de la main. Un dernier détail pour compléter le tableau, et cela concerne non pas le mur, mais Winterfell. Le château des Stark repose sur des sources chaudes, dont l'eau est acheminée à travers les murs, ce qui explique pourquoi il y fait chaud même lors des gelées les plus intenses. C'est une solution d'ingénierie d'un niveau inégalé ailleurs à Westeros. Ajoutez à cela les cryptes qui descendent plus profondément que le château lui-même, avec des niveaux qui se sont effondrés et où personne ne descend. Ajoutez le double mur, ajoutez un bois sacré de 3 hectares avec un arbre-cœur plus vieux que tout le reste. Winterfell ressemble à un bâtiment conçu par quelqu'un qui comprenait très bien ce qu'est l'hiver et ce qu'est la mémoire, et qui, si vous voulez, est conçu autour d'un arbre et non autour d'une salle. Voici donc à quoi ressemble l'ensemble de cet indice.
Les trois structures principales associées au nom de Brandon ne sont pas unies par leur style ou leurs matériaux, mais par leur fonction. Elles servent toutes à contrer quelque chose. Le mur contre les morts, Accalmie contre la mer et, si l'on en croit les légendes, contre le dieu de l'orage. Winterfell contre le froid. Elles n'ont pas été bâties par un architecte, elles ont été bâties par quelqu'un qui savait exactement ce qui allait arriver. Mais attendez, car ce qui suit est la partie la plus déplaisante de cette théorie, et en même temps la plus intéressante. Cinquième indice, ou plutôt le contre-argument que je me dois d'aborder honnêtement, car sans lui, toute cette discussion n'a aucun sens. Le corps. Notre Bran ne peut pas marcher. De la fin du premier livre jusqu'à la fin de la saga, il est paralysé des membres inférieurs. Il ne construira rien, il ne soulèvera pas une pierre, il ne marchera pas sur 500 km le long du futur mur, il ne mènera pas d'hommes. Et c'est là que la théorie déploie son argument principal, un mouvement qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Le mouvement est le suivant. Bran n'a pas besoin d'un corps, il a besoin d'un réceptacle. Il sait comment pénétrer dans la conscience d'autrui et nous avons vu qu'il peut atteindre des consciences dans le passé. Combinez ces deux capacités et vous obtenez un mécanisme. Un verdoyant du futur entre dans une personne de l'âge des héros, la guide, l'instruit, la dirige, et l'histoire retient le nom du réceptacle. Brandon le bâtisseur n'est pas Bran. C'est quelqu'un que Bran a contrôlé, ou quelqu'un à qui Bran a murmuré. Et il devient immédiatement clair que ce mouvement explique une autre bizarrerie. Pourquoi un nombre impossible de structures sur une étendue impossible est-il attribué à Brandon? Parce qu'il y avait plusieurs réceptacles, une seule voie, de nombreuses mains. Magnifique, logique, et totalement impossible à prouver. Car voici le principal contre-argument, et je ne vois pas comment le contrer. Tout ce que nous savons de l'influence de Bran dans le passé dans les livres se résume à une personne dans le passé entendant un murmure et se retournant. Tout ce que nous savons de la série se résume au fait que dans un moment de stress absolu, tout en étant simultanément en train de changer de peau dans le présent et présent dans le passé, une rupture s'est produite qui a brisé une personne. Ni ici, ni là, il n'y a la moindre trace d'une présence consciente, contrôlée et durable dans la conscience d'autrui sur des millénaires. Ce n'est pas l'étape suivante, c'est un escalier différent. Et le second contre-argument d'ordre narratif. Il me semble encore plus lourd. Si Bran peut entrer dans le passé et contrôler les gens, alors toute la saga s'effondre en tant que drame, car alors chaque question a une réponse. Pourquoi Ned n'a-t-il pas écouté Renly? Probablement Bran. Pourquoi Aerys est-il devenu fou? Probablement Bran. Pourquoi Jon a-t-il pris une décision qui lui a coûté la vie? Eh bien, vous voyez l'idée. Cela empoisonne le texte. Martin écrit des livres où les catastrophes surviennent à cause d'une qualité humaine, à cause de l'orgueil, de l'amour, de la peur, de l'honnêteté au mauvais moment. Introduisez un garçon omniscient avec des leviers dans ce système et tous les mobiles humains sont dévalués. C'est, à mon avis, l'objection la plus sérieuse, non pas technique, mais artistique. Mais la théorie possède un dernier atout et il est étonnamment lourd. Cet atout s'appelle la règle de l'encre sèche. Rappelez-vous ce que dit Freusanglant. Le passé est déjà écrit, l'encre est sèche. Habituellement, cette phrase est citée comme un argument contre la théorie. S'il ne peut être changé, alors il n'y a pas de boucle. Mais lisez-la attentivement. Il ne dit pas que le passé est inaccessible, il dit qu'il est immuable. Et c'est précisément cette formulation qui n'interdit pas une boucle, mais qui au contraire en exige une. La différence est fondamentale. Si Bran pouvait changer le passé, nous aurions un désordre sans nom, une version de l'histoire, puis une autre, puis une troisième. Mais si le passé est immuable et que Bran y est présent, alors sa présence a toujours été là. Hodor a toujours été Hodor parce que Bran l'a toujours brisé. Le mur a toujours tenu parce que Bran l'a toujours construit. Ce n'est pas changer l'histoire, c'est son accomplissement. Et c'est là que la théorie gagne sa logique interne. Elle ne nécessite pas de réécriture, elle nécessite une clôture. Un garçon écoute les contes de la vieille Nan sur Brandon le bâtisseur, puis devient un verdoyant, puis se retire dans les racines, puis remonte jusqu'à l'âge des héros, puis construit le mur, puis la légende à son sujet parvient à la vieille Nan 8000 ans plus tard, qui la raconte au garçon. Un cercle, sans commencement, sans cause, autogénéré. Notez une autre chose que je trouve sous-estimée. Dans le final de la série, Bran dit ouvertement qu'il n'est plus Bran Stark. Il est la corneille à 3 yeux.
Sa personnalité a été effacée, ne laissant qu'une fonction, la mémoire du monde. Et à la question de savoir pourquoi il a voyagé si loin au sud, il répond qu'il comprend maintenant pourquoi. Un être qui agit selon un plan connu de lui seul et qui refuse de s'expliquer. Si l'on devait chercher dans la saga un candidat pour être celui qui passerait calmement plusieurs décennies à ériger une structure vieille de 8000 ans, il n'y en a qu'un seul. Et ici, il vaut la peine de s'arrêter pour considérer ce qui est réellement arrivé à ce personnage, car les spectateurs ont surtout retenu le final comme étant un peu étrange, mais en réalité c'est l'arc le plus sombre de la saga. Le garçon qui dans le premier livre ne désirait rien d'autre que d'être chevalier, perd ses jambes, puis il perd sa maison, puis il perd son frère, sa mère, son père, ses sœurs qu'il croit mortes, puis il perd Diogen, puis il perd Hodor et de sa propre main qui plus est. Et à la fin du voyage, il ne reste absolument rien de personnel en lui. Il parle de lui à la troisième personne, il ne se réjouit pas des retrouvailles, il ne cherche pas la vengeance, il ne pardonne pas, il se souvient. Remarquez avec quel soin le texte prépare cela, même avant que la magie n'entre en jeu. Dans le premier livre, Bran est allongé dans sa chambre et écoute le château vivre devant sa fenêtre, un endroit où il ne peut plus aller. La seule chose qui lui reste est d'observer et de se souvenir. Puis on lui donne un loup, et il voit à travers le loup. Puis on lui donne un corbeau, et il voit à travers le corbeau. Puis un arbre, et il voit à travers les âges. Martin a construit un escalier parfaitement régulier. À chaque marche, le champ de vision s'élargit, tandis que la personne elle-même diminue. À la dernière marche, tout est visible, et il ne reste rien de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie pour notre théorie ? Deux choses qui tirent dans des directions opposées. La première, un tel arc prépare véritablement un personnage à quelque chose d'inhumain, un être qui n'a aucun attachement, aucune peur de la mort, aucun sens de son propre temps, pourrait très bien percevoir un voyage à l'âge des héros comme une tâche professionnelle. Une personne ordinaire ne pourrait pas supporter ça psychologiquement. Mais pour la corneille à trois yeux, qui vit dans tous les temps à la fois, cette tâche pourrait même ne pas sembler étrange. La seconde, et elle plaide contre, si Martin construit depuis le premier livre une histoire sur la façon dont un enfant se dissout progressivement dans un don, alors le point final de cette histoire est déjà écrit et n'a pas besoin de boucle. Le point de l'arc de Bran est la perte, pas l'héroïsme. Ajoutez-y la construction du mur, et il s'avère que le garçon est devenu un héros de l'Antiquité après tout, ce qui signifie qu'il a obtenu exactement ce dont il rêvait enfant. Beau ? Oui. Mais c'est une fin consolante, et Martin ne donne pas de fin consolante à ses personnages. Et autre chose, le mur est tombé après tout. Les morts sont passés. Cela signifie que la tâche pour laquelle il a été construit a échoué. Si une boucle existe, elle a une saveur tragique. Le bâtisseur savait comment tout cela finirait et l'a construit quand même, parce que l'encre était sèche. Ici, il vaut la peine de dire quelques mots sur Freux Sanglant lui-même, car il n'est pas un élément de décor dans cette histoire, mais un argument vivant. Brynden Rivers était un bâtard royal, main du roi, maître des chuchoteurs, un homme qui dirigeait Westeros par la peur et les rumeurs, et dont on disait qu'il avait milieu et un. Puis il est allé au mur, puis au-delà du mur, et la prochaine fois que nous le rencontrons, il a poussé dans les racines d'un arbre-cœur avec un corps qui est déjà à moitié arbre. Il a plus de 120 ans. Et cet homme qui a passé toute sa vie à voir plus que quiconque, dit au garçon une chose simple, tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Une question se pose, que la théorie évite, et à tort. Pourquoi est-il si sûr ? Il y a deux options, et elles mènent dans des directions différentes. La première, il l'a testée. C'est-à-dire qu'au fil des décennies sous la colline, le vieil homme a essayé d'appeler son propre passé, son frère, le roi, n'importe qui, et acquis la conviction que l'arbre ne le permet pas. Alors ces paroles sont basées sur l'expérience, et la théorie prend un coup dur, car en verdoyant d'un ordre de grandeur supérieur à Bran, c'est déjà heurté à ce mur. La seconde option est plus intéressante. Il est si sûr parce que cela lui a été enseigné par ceux qui siégeaient dans les racines avant lui, et eux-mêmes l'ont appris de ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire que c'est une doctrine transmise le long de la chaîne, et non le résultat d'une expérience. Et alors, elle pourrait avoir un but complètement différent. Non pas d'écrire la réalité, mais l'interdire. Une interdiction inculquée à un étudiant dès le premier jour, est généralement placé non pas là où quelque chose est impossible, mais là où trop de choses sont possibles. Personne n'interdit de respirer sous l'eau. On interdit ce que quelqu'un a fait un jour et a regretté plus tard.
Et ici, il y a une curieuse symétrie. Qu'est-il arrivé immédiatement après que Bran a brisé l'interdiction et appelé son père? Feu-Sanglant l'a sorti de la vision et l'a réprimandé. Et qu'est-il arrivé quand Bran l'a fait une seconde fois, pour de vrai? Hodor s'est brisé. C'est-à-dire que, dans les deux cas, le texte montre non pas l'impossibilité, mais le prix. L'interdiction existe, non pas parce que la porte est verrouillée, mais parce que quelqu'un se fait tuer derrière. Si tel est le cas, l'image devient plus sombre et en même temps plus logique. Les Verdoyens savent depuis des siècles comment atteindre le passé. Ils savaient à quoi cela mène et ont construit un tabou autour de cette capacité. Et Bran, un garçon sans jambes, sans famille et sans avenir, s'est avéré être le seul à n'avoir rien à perdre. Et il est allé là où les vieillards lui interdisaient d'aller. Dans ce scénario, la théorie cesse d'être un jeu de voyage dans le temps pour devenir une histoire sur la façon dont le dernier Verdoyant au monde a décidé de payer n'importe quel prix. Et sous cette forme, elle commence peut-être pour la première fois à ressembler à du Martin. Qu'est-ce que cela signifierait pour les livres inachevés? Beaucoup de choses. Dans les livres, Bran est actuellement assis sous la colline avec Feu-Sanglant, ayant à peine commencé son apprentissage, et la seule chose qu'il puisse faire est d'observer. Martin a 2 volumes devant lui, et il a lui-même déclaré que la fin des personnages serait la même que dans la série, mais que le chemin pour y parvenir serait différent. Si une boucle existe, elle doit être énoncée dans le texte sans équivoque, car un tel retournement ne peut être présenté comme une simple allusion. Cela signifie que dans Les Vents d'hiver, nous devons voir soit un second épisode, plus puissant, d'immersion dans le passé, soit une scène directe où Bran voit une personne dans le Baral, qu'il reconnaît. Si rien de tel ne se produit, la théorie peut être enterrée sans crainte. Et ici, je veux explorer à quoi ressemblerait une scène confirmant cette théorie. Non pas par pure fantaisie, mais parce que c'est un bon moyen de vérifier si ce retournement s'intègre réellement au texte. Martin livre presque toujours ses révélations par le biais d'un ancrage physique unique. Une odeur, un son, un objet familier. Ned apprend la vérité non pas par un document, mais par un livre de lignée et la couleur des cheveux. Bran apprend l'existence de la conspiration non pas par une conversation, mais par ce qu'il voit à travers la fenêtre de la tour. Cela signifie que la scène de confirmation doit être tout aussi simple. Bran regarde à travers le Baral dans les profondeurs, plus loin que ce que Feu-Sanglant autorisait. Il voit la construction. Il voit des hommes transporter de la glace. Il voit les enfants de la forêt chanter près des racines. Et parmi eux, un homme qui lève soudain la tête et regarde droit dans l'arbre. Et alors Bran réalise qu'il ne regarde pas un homme, mais lui-même, et que l'arbre à travers lequel il observe n'a même pas encore poussé. Ce serait très Martin, silencieux, sans fracas et terrifiant. Maintenant, que se passerait-il ensuite? Si la boucle est confirmée, le sens de toute la guerre contre les autres change. Car alors le mur n'est pas un héritage des ancêtres, mais un outil que Bran a laissé pour lui-même. Et sa chute n'est pas une catastrophe, mais une partie du plan. Le sens du final change également. Le garçon ne siège pas sur le trône, mais à sa place dans le cercle. Et alors la phrase sur le fait qu'il comprend maintenant pourquoi il a entrepris un tel voyage prend une toute autre dimension. Non pas comme une excuse, mais comme l'aveu qu'il a 8000 ans de travail devant lui, seulement dans l'autre direction. Je l'admets, lorsque cette pensée m'est venue, pour la première fois la théorie ne m'a pas semblé être un jouet, mais quelque chose qui pourrait supporter le poids d'un roman. Mais ce sentiment n'a duré qu'à la question suivante que je me suis posée. Il est temps de faire le bilan. À quel point tout cela est-il plausible? Mettons cela dans la balance. En faveur de la théorie, le canal bidirectionnel prouvé entre Bran et le passé, la formulation de Feu-Sanglant qui n'interdit pas une boucle mais en décrit une, la description de Brandon le bâtisseur comme un homme aux capacités clairement surhumaines, incluant la maîtrise du vrai langage, la géographie impossible de ses structures et la transformation finale de Bran en un être sans personnalité mais avec un plan, et l'amour général de Martin pour les causes qui s'avèrent être des effets. Contre la théorie, le nom de Brandon est le plus courant dans la lignée Stark et ne constitue en rien une preuve. L'effet dans les livres est limité à un seul murmure. La preuve la plus frappante provient de la série et aurait pu être inventée par les scénaristes. La magie dans le monde de Martin est fondamentalement limitée et coûteuse, pas toute puissante. Les contradictions légendaires s'expliquent plus facilement par la fusion de plusieurs Brandon en un seul mythe, et surtout, une boucle détruit le fondement dramatique de la saga, où tout dépend de l'erreur humaine.
Mon évaluation sur la balance, magnifique mais peu probable. Ce n'est pas absurde, ce n'est pas une invention sortie de nulle part, cela a un soutien textuel et explique plusieurs étrangetés réelles. Mais l'explication alternative est plus simple et s'accorde parfaitement avec la façon dont Martin construit son monde. Brandon le bâtisseur était probablement un vervoyant des premiers hommes, dont il y en avait beaucoup à cette époque, et ses exploits sont les réalisations de plusieurs générations compressées en une seule figure. Plus ennuyeux, oui. Plus proche de la façon dont fonctionne la mémoire historique réelle, aussi, oui. Maintenant, regardons cela à travers le prisme de l'auteur, car sans lui, toute évaluation est incomplète. Que pense réellement Martin de ce genre de choses? Il a écrit de la science-fiction, il a travaillé avec le concept de destin répétitif, et il n'est certainement pas affrayé des dispositifs structurels lourds. Mais dans le Trône de Fer, il a construit la magie sur un principe strict. Elle existe, elle est réelle, elle est terrifiante, et elle exige toujours un prix. Le feu nécessite un sacrifice, la résurrection enlève des souvenirs et une partie de l'âme, l'ozomanisme dépouille l'individu de son humanité. Rien n'est donné gratuitement, et rien ne fonctionne comme un outil pratique. Une conscience voyageant 8000 ans dans le passé avec la capacité de contrôler d'autres corps est un outil d'une puissance telle qu'il ne s'intègre simplement pas dans son système. Si Martin prévoyait d'introduire cela, il devrait fixer un prix monstrueux. Et là, honnêtement, la théorie reprend un second souffle. Le prix a déjà été payé. Bran a perdu ses jambes, a perdu son enfance, a perdu sa famille, a perdu son nom, et à la fin, s'est perdu lui-même. Il ne reste rien du garçon. Peut-être est-ce là le prix? Qu'est-ce qui pourrait trancher la question une fois pour toutes? Une scène. Si dans Les Vents d'hiver, Bran voit la construction du mur à travers un barral et réalise qu'il ne se contente pas de regarder depuis les coulisses, la question est close en faveur de la théorie. Si, à l'inverse, Martin fournit un chapitre de maître où quelqu'un démonte méthodiquement les légendes de Brandon et montre qu'il y en avait 5, la question est close contre elle. Pour l'instant, nous n'avons ni l'un ni l'autre et nous restons en plein milieu, bien qu'avec un penchant pour le scepticisme. Il existe cependant un autre moyen de tester la théorie, et je trouve qu'il est sous-estimé. La tester non pas par des indices, mais par des conséquences. Posez la question, si la boucle existe, qu'explique-t-elle qui est actuellement inexplicable? La liste est plus courte que les partisans de la théorie ne le souhaiteraient, mais elle n'est pas vide. Elle explique pourquoi les enfants de la forêt ont participé à l'édification du mur, bien que le mur ait été construit par les hommes et pour les hommes, et que les enfants n'aient généralement rien vu de bon venant des hommes. Quelqu'un qui les connaissait de l'intérieur aurait pu parvenir à un accord avec eux. Cela explique l'étrange persistance du nom au sein de la lignée et l'étrange incomplétude des légendes, et cela explique pourquoi la magie du mur a survécu pendant 8000 ans. Les sorts ordinaires dans ce monde s'estompent, mais ceux-là ont tenu bon jusqu'à ce qu'ils soient brisés de l'extérieur. Qu'est-ce que cela n'explique pas du tout? L'essentiel. Les autres, qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils voulaient. La longue nuit, la bataille pour l'aube, le roi de la nuit dans sa version livre qui ne ressemble en rien à l'itération de la série et où il est en fait le 13e Lord commandant de la garde de nuit et non une créature glacée. La boucle n'aide pas du tout ici. Elle clôt proprement la biographie d'un personnage tout en laissant intacts tous les vrais mystères de la saga. Et une bonne théorie généralement fonctionne dans l'autre sens, expliquer beaucoup de choses différentes avec une seule hypothèse. Et c'est à mon avis son principal défaut structurel. Elle est trop élégante et trop étroite. Elle concerne Bran et seulement Bran. Comparez cela à la théorie concernant la filiation de Jon Snow, qui, avec une seule hypothèse, expliquait le comportement de Ned tout au long du premier livre, son silence, sa querelle avec Robert, sa relation avec sa femme, le mystère de la tour de joie, la promesse faite à sa sœur et la moitié des prophéties. Voilà à quoi ressemble une théorie qui fonctionne. La nôtre ressemble aujourd'hui à un ornement élégant à côté de cela plutôt qu'à une structure porteuse. Bien que, pour être tout à fait honnête, il y ait une chose en elle que je ne peux écarter, malgré mon scepticisme. Martin a vraiment construit son monde de telle sorte que le passé est vivant. Les Barbrals se souviennent, les cryptes gardent les rois. Les serments prêtés il y a des milliers d'années sont toujours en vigueur. À Westeros, les morts ne lâchent littéralement pas les vivants, et ce n'est pas une métaphore, mais la physique du monde. Dans un tel monde, l'idée que quelqu'un du présent puisse un jour attendre le passé et y faire quelque chose ne ressemble pas à une violation des règles, mais à leur continuation logique. Et une comparaison de plus pour être juste.
Cette théorie a un concurrent qui explique la même étrangeté de manière plus économique. Il dit: le nom Brandon se répète dans la lignée Stark, non pas parce qu'une boucle, mais parce que le don de vervoyance coule dans le sang des Stark et des premiers hommes, et chaque génération dans laquelle le don s'éveille reçoit le nom ancestral. Alors, Bran et Brandon le bâtisseur ne sont pas une seule personne, mais deux maillons de la même chaîne héréditaire, séparés par 8000 ans. Cela explique les capacités, la coïncidence des noms, et le fait que pendant des siècles, les Stark ont ressenti un lien avec les Barral. Et ce concurrent, selon mon décompte, est plus solide. Voilà ce que j'ai conclu. J'ai commencé cette enquête parce que j'étais accroché par le détail sur le vrai langage. Je pensais que la clé était cachée là, qu'une personne parlant la langue des enfants de la forêt devait être un clairvoyant, et donc que toute la légende de Brandon le bâtisseur était une description codée de notre Bran. Et vous savez quoi? La première moitié de ce raisonnement tenait la route. Brandon le bâtisseur était presque certainement un clairvoyant, et cela change assez significativement la perception de la façon dont le mur a vu le jour. Pas par l'effort héroïque des hommes, par la magie, un pacte, et quelqu'un qui savait comment écouter les arbres. Mais la seconde moitié s'est effondrée. Du fait que les deux Brandon sont des clairvoyants, il ne s'ensuit pas qu'ils sont la même personne. C'est la substitution sur laquelle repose toute la boucle, et une fois que vous le remarquez, la structure perd son support porteur. Tout ce qui reste sont de belles coïncidences et un précédent avec Hodor étiré à des proportions qu'il ne peut soutenir. Mais cette théorie réussit une chose brillamment, et pour cela, elle mérite le respect. Elle vous force à voir le final sous un autre angle. Pendant 8000 ans, les Stark ont régné sur le Nord en répétant le même nom. Pendant 8000 ans, leur demeure a reposé sur des fondations posées par un homme qui parlait avec une race non humaine. Et quand tout a pris fin, quand le mur est tombé, quand les dragons ont brûlé la ville, un garçon s'est assis sur le trône, portant le nom du fondateur et possédant le même don. Même sans boucle temporelle, c'est un cercle d'une précision monstrueuse. L'histoire de la maison Stark commence avec un clairvoyant nommé Brandon et se termine avec un clairvoyant nommé Brandon. Martin n'avait pas besoin d'en faire la même personne, il suffisait qu'ils soient identiques. Voici donc mon verdict. Bran n'a pas construit le mur, mais Bran est ce que l'homme qui l'a construit était. Et peut-être, dans un monde où l'encre est sèche, la différence entre ces deux affirmations est-elle plus ténue qu'il n'y paraît. Il y a 80 siècles, quelqu'un a érigé un mur de glace parce qu'il savait que l'hiver venait. 80 siècles plus tard, un garçon portant le même nom s'est assis sous une colline et a regardé ce mur s'effondrer. L'un l'a construit pour le retenir. L'autre a regardé le mur échouer à le faire. Et c'est là, bien plus qu'une boucle temporelle, la véritable histoire des Brandon Stark. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, la théorie tient-elle la route ou s'effondre-t-elle? Et auriez-vous aimé que Martin boucle réellement cette boucle? Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse.